êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Après avoir tenté un combat, elle décide enfin de présenter ses excuses. Bienvenue sur Drawfit Media. Avant de commencer, fais ça, abonne-toi et rendez-vous dans la barre de description pour bénéficier de nos différentes surprises. Alors, militant et membre fondateur du mouvement pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine et en même temps député de la CEDEAO, l'honorable Guy Marius Sagna est cette personnalité publique politique qui défraie la chronique ces derniers jours. Du haut de son gabarit, de son palmarès intellectuel et politique, cet homme tient des discours à chaque fois qui font trembler toute puissance impérialiste ou alors divers valets locaux favorables à ces idées néocoloniales tendant à dévaloriser les pays africains ou alors exploiter les pays africains. Récemment, il a pris la parole au sein de l'Assemblée de la CEDEAO où il a procédé à une correction d'abord grammaticale et ensuite fondamentale d'un travail qui a été élaboré par le PNUD. Eh bien, le PNUD, c'est tout simplement le Programme des Nations Unies pour le développement. Il a constaté le travail, il a fait une lecture du travail et ensuite donné un ensemble de critiques. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et ensuite voir tout ce qui a suivi ces événements-là. Merci Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest. En réalité, le titre devrait être État des lieux, appauvrissement et non pauvreté. Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui est à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Est-ce que c'est... Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez être tutoie. Nous avons l'obligation d'être parlementaire tutoie. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Attendez. My phone is... Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue.
Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si vous avez constaté, un événement comme ça est censé être publié à Mondovision, raison pour laquelle même dans la salle, les médias sont là. Eh bien, il y a un truc que je me pose depuis, c'est du genre quoi. En fait, pour qu'il y ait une retransmission comme ça, il faudrait une équipe qui dirige quoi, c'est-à-dire une équipe audiovisuelle qui dirige, c'est-à-dire qui va faire la mise en onde, monter le volume de celui qui veut parler, baisser le volume, filmer tel angle, filmer tel angle. Si vous constatez, à chaque fois qu'il tend à dire un truc qui va faire trembler, entre guillemets, son micro est baissé. Je me demande si son micro est baissé par un politicien de l'Assemblée ou alors par l'équipe derrière. Et si c'est l'équipe technique derrière, qui dirige l'équipe technique? L'autre chose que vous pouvez constater, c'est que on fait l'effort de ne pas filmer des scènes choquantes, notamment lorsque la dame se lève pour se rapprocher de l'honorable. Aucune des caméras ne filme cette partie-là. Donc ça veut peut-être, ça laisse transmettre le message selon lequel l'équipe, c'est-à-dire l'équipe technique derrière ça, est briefée quoi, sur ce qu'il faudrait montrer et ce qu'il ne faudrait pas montrer. Et elle sait aussi très bien à quel moment il faut muter les discours. À ce moment, je souhaiterais que vous participiez un peu à l'échange. Dites-moi un peu en commentaire si vous pensez que l'honorable Guy Marius a effectivement dérapé dans son discours, dans sa manière de s'exprimer ou alors dans les propos qu'il a tenus. Mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? C'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter. Dites-moi si vous pensez que ce qu'il a dit est préjudiciable. Alors, pendant ce nuage noir qu'ils ont traversé, il y a la dame qui est la deuxième vice-présidente de cette assemblée qui prend la parole et essaie un peu de faire une mise au point et donne des prémices de ce qui pourrait être une forme d'excuse pour moi. Mais je souhaite que vous analysez ces propos et transmettez-moi si vous êtes d'accord que ce soit effectivement une excuse ou alors un prétexte ou une justification quoi, de son acte. Je donne la parole à la deuxième vice-présidente. Merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier tous les intervenants, surtout nos sages, nos aînés qui ont pris la parole pour essayer de raisonner les uns les autres, calmer l'atmosphère, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes, comme il a dit l'honorable président Ouassé, que nous sommes une famille et je pense que dans une famille, les plus jeunes peuvent gâter et le rôle des plus âgés et sages, c'est de ramener tout le monde à la paix et calmer l'atmosphère. Cependant, Madame la Présidente, je voudrais vraiment insister sur un fait. C'est vrai que nous sommes un parlement, nous sommes des parlementaires, nous sommes appelés à parler, librement d'ailleurs, à dire ce que nous pensons. Mais le président Ouassé l'a dit et ce aussi Villane a dit que c'est dans le respect. Et moi, je suis une personne, quand tu me respectes, je te respecte plus que le fait même de me respecter. Mais quand tu déborde, je sais déborder aussi. Parce que en réalité, nul ne va apprendre à l'école comment être insolent ou violent. Mais nous nous maîtrisons en fonction de l'environnement et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avons la liberté de parler, mais c'est pas du libertinage, comme on le dit en français. Nous devons avoir une déférence, une courtoisie de parole vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous nous respectons, comme les sages ont dit tout à l'heure, dans le respect, et je pense que ce respect n'est pas valable pour les uns et non valable pour les autres. Le respect doit être valable pour tout le monde. Donc nous devons nous respecter mutuellement pour que nos discussions et nos débats puissent apporter et être fructueux et enrichissants pour les uns et les autres. Les pays ont développé, les pays membres de la communauté ont décidé de mettre en place
cette plateforme communautaire pour que les échanges puissent permettre, sur la base bien entendu des fondements définis, la liberté d'expression, la liberté de circuler au sein de la communauté des personnes et des biens. Et ceci pour le développement de notre communauté. Et je pense que si cela est vu tel que défini dans les bases de notre réglementation, chacun doit pouvoir observer pour œuvrer en sorte que les choses avancent au lieu de chercher à injurier ou à se méprendre vis-à-vis de nos chefs d'État. Nous pouvons reprocher, je ne dis pas qu'on ne peut pas dire ce que nous pensons aux dirigeants. Nous sommes libres de dire ce que nous pensons et ce que nous voulons, mais dans le respect et dans la courtoisie. Je ne peux pas accepter, admettre qu'un de nous, c'est-à-dire un membre de notre Parlement poste sur sa page Facebook que la présidente du Parlement a été parachutée par son pays. Je veux bien comprendre qu'est-ce que c'est que parachuter un président. Chaque membre ici a été désigné par son pays, une institution de son pays, et les pays sont souverains. Quand ils décident de créer cette communauté, ils sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et c'est ça aussi la liberté expresse d'adhésion. Et le Togo, si je veux même citer le cas d'espèce, est libre de désigner, est souverain et de désigner le représentant qui vient. Donc, je ne peux pas comprendre qu'un membre d'un autre pays traite le Togo d'avoir fait parachuter un président, parce que c'est le tour. Dans le fondement et la mise en place de notre institution, notre communauté, les pays sont représentés à tour de rôle. Et les pays étant souverains décident de choisir qui ils veulent pour venir les représenter. Donc, je veux comprendre ce que veut dire parachuter. Et quand on le poste sur une page Facebook, je pense que c'est de l'activisme. C'est de l'activisme. Et nous n'avons pas, je ne crois pas que nous avons besoin d'activisme ici, motivé ou manipulé par des politiciens dans notre Parlement. Et c'est pour cela que je réagis ainsi, pour dire qu'il faille que nous puissions faire attention à ce que nous disons, parce que ça peut aller très loin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mondialisés et donc il faut savoir émettre ce qu'on a publié, ce que nous publions sur les réseaux et sur les différents pays constituent. Alors, donnez-moi vos analyses froides en commentaire afin qu'on puisse analyser ou alors objectiver ensemble si effectivement cette situation, c'est un non-lieu qui a été mal interprété par la dame ou alors effectivement si l'honorable a fait fort. Du côté du Mali, je vous recommande de suivre cette vidéo. Elle va vous transmettre beaucoup de messages. Ça vient de Monsieur Choguel Maïga, qui est un ministre malien. Vraiment, son côté comique et en même temps intellect fait de ses discours, de ses prises de parole, des véritables écoles pour toute personne qui souhaite quelque part l'émergence du continent africain. Un fonctionnaire recruté sur appel d'offres et aller donner une appréciation sur les choix des peuples des trois pays. Un fonctionnaire payé sur ça, on peut le renvoyer à tout moment. Il n'est pas élu. Il va condamner le Niger, le Burkina et le Mali. Mais ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez quand au Mali il y a eu le changement de régime. C'était un fonctionnaire de la CEDEAO, avant la conférence des chefs d'État, qui a décidé de sanctionner le Mali. Mais pourquoi les Africains ne retiennent pas la moindre des choses, des leçons qu'ils ont apprises? Mais ces organisations, c'est très clair que c'est la conférence des chefs d'État qui prend une décision. Mais pourquoi un fonctionnaire va prendre des décisions? Bon, voici le problème des Africains. Dès que quelqu'un est dans un poste de responsabilité, il croit qu'il va faire ce qu'il veut. Or, il faut faire ce que la loi a dit. Donc, ce que ce fonctionnaire de l'Union africaine a fait, ce n'était pas la première fois. Heureusement d'ailleurs que le même jour, nos vaillants et brillants ministres des Affaires étrangères lui ont donné un coup de poing, au point qu'on n'en parle même plus. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est actuellement. Parce qu'on a demandé à l'Union africaine carrément de tirer les leçons, parce que ce monsieur est venu se mêler de ce qui ne le concerne pas. Il a outrepassé ses missions. Il n'a pas comme mission d'aller donner une appréciation sur une décision politique d'un peuple souverain. Les gens ont l'impression d'oublier ça. Mesdames et messieurs, la confédération de l'AES est le résultat d'un retrait simultané des trois pays de la CEDEAO
à travers la déclaration du 28 janvier 2024, qui est elle-même le produit d'une maturation. Parce qu'en réalité, cette déclaration fait suite à des preuves que nous avions que certains pays étaient instrumentalisés pour agresser le Niger, renverser le pouvoir établi, instituer des fantoches. C'était ce qui était en cours. Il s'était donné très peu de temps, mais nous avons pris de vitesse. Le Mali a tout de suite, avec nos frères et amis du Burkina, s'est joint au Niger et nous avons décidé de sortir de cette organisation où on ne respecte plus les lois. Parce que ce sont des étrangers qui viennent donner de l'argent à des Africains pour étouffer, affamer, tuer dans les hôpitaux d'autres Africains. Vous vous rappelez que le G5 Sahel a fait combien d'années à demander 2 milliards dans la lutte contre le Sahel? On n'a jamais trouvé. Et voici que la fameuse force d'attente de la CEDEAO qui attend depuis 2012. Parce qu'elle a été créée, annoncée, disons, à l'occasion de l'investiture du président Macky Sall en 2012, la force d'attente. Ils avaient dit en ce moment que c'était 5000 hommes. À cette réunion, le ministre des Affaires étrangères français a surgi, donne ses sous, pour dire au président que non, 5000 hommes, c'est trop, par rapport à juste 500 bandits au nord du Mali. Mais quelle est son affaire? Que nous prenons, comme je dis, un marteau, un éventail, un pilon, pour écraser une mouche parasite. Quelle est son affaire? Et depuis 2012, cette malheureuse force d'attente-là, elle est en train d'attendre. Et c'est l'autre jour qu'on a dit qu'on lui a trouvé 3 milliards pour aller attaquer le Niger. 3 milliards qui viendraient de l'étranger. Donc l'étranger sort l'argent, on finance, on met le couteau dans la main d'un Africain qui va poignarder son frère. Mais nous avons appris à lire l'histoire. Parce que la différence entre l'homme et les autres êtres vivants, c'est qu'il tire les leçons, il analyse. Un grand philosophe a dit que celui qui ne tire pas les leçons de l'histoire ou qui ne connaît pas l'histoire est appelé à la répéter. Et nous avons regardé ces dernières années, qu'est-ce qui est arrivé chez nous? Mais celui qui ne peut pas tirer les leçons, vous avez une force d'attente qui attend depuis 2012. Et vous ne pouvez pas tirer les leçons, vous dire que cette force d'attente-là, elle ne vaut rien, elle ne peut rien faire. Vous venez faire les baga-baga contre le Niger encore, que cette force d'attente va se lever et quelqu'un va vous donner 3 milliards. Mais nous avons dit très clairement à ceux qui étaient des va-t-en-guerre, nous les avons mis en garde. J'ai utilisé la boutade, c'est pas comme ça qu'on a parlé bien sûr, mais j'ai utilisé la boutade en disant que nous avons été très clairs. Celui qui touche à un cheveu du Niger, nous allons lui raser la tête. Parce qu'après le Niger, c'est le Burkina, après le Burkina, c'est le Mali. Nous savons ce qu'ils préparent. Ils font de la stratégie en faisant croire que c'est le Niger parce qu'ils les croient plus faibles. Comme tout le monde a peur du Mali, nous les avons tous chassés de chez nous. Donc ils veulent nous encercler. Et donc on s'est mis ensemble. On leur a dit que celui qui touche le Niger, il va voir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tus. Cette force a continué à attendre. Jusqu'à présent, elle attend d'ailleurs. Et puis un jour, le 30 juillet, ils se réunissent. Sa force d'attente est prête. Ils vont venir tomber sur le Niger. Mais le 31, nous avons fait une déclaration commune pour être très clair. C'est là-bas qu'on a décidé que celui qui touche le Burkina cette fois-ci, le Niger cette fois-ci-là, il touche nos 3 pays. Les frères se sont donné la main pour faire face à l'adversité et à celui qui se laisse instrumentaliser par des forces étrangères. Parce que cette partie de l'histoire, on l'oublie. Les gens pensent que Assimi Goïta, Abdraman Tchani et Traoré se sont retrouvés au Niger, ils ont décidé qu'on sort. Mais il y a un processus. Donc le 30 juillet, ils ont décidé qu'ils vont tomber sur le Niger. Le 31 juillet, nous leur avons dit que si vous tombez sur le Niger, nous considérons que c'est un acte d'agression contre tous nos pays. Et déjà le 23 septembre, vous vous rappelez, à la tribune des Nations Unies, à la 78e session, lorsque le ministre des Affaires étrangères du Niger a été empêché de rentrer pour s'exprimer, le ministre des Affaires étrangères du Mali a pris les choses en charge et nous avons parlé au nom de nos 2 pays. Il a parlé brillamment au nom du Mali et du Niger. Beaucoup semblent oublier cela parce que le 7 septembre, je voulais vous rappeler, il y a eu l'attaque du bateau de Tombouctou, plusieurs centaines de morts. Est-ce que vous savez que la CEDEAO a tenu un sommet après? Ils n'en ont même pas fait cas. Même une simple lettre de condoléances au président du Mali. Un pays s'est opposé aux Nations Unies. Donc ça veut dire que les Maliens peuvent mourir, ce n'est pas leur affaire. Mais nous avons pour ainsi de la gigote. Si vous ne prenez pas au sérieux, mais nous on se défend. Des centaines de Maliens meurent. La CEDEAO se réunit. Elle ne fait même pas cas de ça. À l'ONU, on ne fait même pas cas de ça. Mais comment vous pouvez comprendre ces comportements? On ne peut pas continuer à accepter des choses comme ça.
Mais il se trouve qu'en ce moment, nous avions le plan pour prendre Kidal. Nous avons pris Anéfis, nous avons pris Kidal, nous avons chassé toutes ces forces maléfiques qui étaient chez nous en train de nous tromper. Takuba, G5 Sahel, Barkhane, MINUSMA, que sais-je encore, EUTM, ECAP, qui viennent former nos militaires, et on ne donne pas des balles aux militaires. Non, qu'ils ne donnent pas d'armes létales. Mais ce n'est pas les mêmes qui disent qu'ils vont donner des armes létales pour tomber sur le Niger. Ce n'est pas les mêmes qui envoient des instructeurs dans un pays européen de l'Est avec des armes létales. Mais les gens pensent que nous, on ne réfléchit pas. Mais on compare tous les jours que Dieu fait. Et on s'est rendu compte que notre destin doit être pris en main par nous-mêmes et nos peuples. Personne d'autre ne le fera. Parce que lorsque vous avez à la tête des États, des gens qui ont décidé d'être des agents d'exécution des décisions politiques des pays extra-africains, nous ne pouvions pas continuer à accepter cela. Et, mesdames et messieurs, lorsque le 14 novembre, nous avons pris Kidal, après 13 ans d'occupation, la CEDEAO n'a rien dit. Pour eux, c'était un événement. Et pourtant, depuis 13 ans, l'État malien a été obligé d'être chassé de Kidal. Et pourtant, quand ces forces arrivaient à Kidal, il nous avait dit, vous vous rappelez du fameux discours de François Hollande, la force Serval va au Mali pour premièrement détruire le terrorisme, deuxièmement, imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Depuis 2013, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a pris les 80% du Mali. Le terrorisme qui n'était pas au Burkina ou au Niger, où nous avions des présidents qui pensaient que c'est en se mettant au service d'autres contre le Mali que leur pouvoir va durer, s'est étendu dans ces pays. Le terrorisme est allé frapper à Grand Bassam. Le terrorisme à partir de 2019 s'est installé au nord du Bénin et du Togo. Mais donc la première version c'était du mensonge. Parce que vous savez, les Africains, le problème que les Européens ont utilisé les mentalités. Un Africain, ils ont deux comportements vis-à-vis de lui. Ils le caressent dans le sens du plat pour le flatter devant les gens, comme un gros bébé. Et quand ils sont seuls, on le menace pour qu'il accepte tout. C'est les deux méthodes qu'ils utilisent. Devant les caméras, c'est des amis, des accolades, mon frère et ami. Mais quand ils rentrent dans la salle, ils le menacent. Et finalement, ils ont toujours ce qu'ils veulent. Mais ça ne peut pas marcher avec nous. Nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse des compliments. Nous voulons qu'on règle les problèmes. Et donc, pendant 10 ans, le terrorisme s'est étendu. Quant à l'autorité de l'État au nord du Mali, je répète ces choses-là pour que les Africains et les Maliens comprennent. Mais qui a empêché l'État malien d'aller à Kidal? Mais c'est l'État français. Notre président de transition avait demandé un appui aérien et un renseignement. Il n'était jamais question de militaires français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont empêchés d'aller à Kidal. Après, ils ont amené 5000 militaires de certains pays africains, avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Pendant 10 ans, on exploite de l'or. On amène des milliers de citoyens d'autres pays africains. À Kidal, à Gao, de l'or. Où va l'or? Personne ne sait. Mais il y a une petite partie qui vient alimenter l'oligarchie à Bamako, composée de politiciens, de juges, de militaires, tous ceux qui ont de l'influence pour nous maintenir dans l'esclavage. Jusqu'au jour où Dieu a délivré le peuple malien, ils ont été chassés. Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens qui ont 96 millions de francs CFA par jour, par mois disons, dans l'exploitation de l'or, ceux qui se sont mis à leur service? Ça, c'est la petite quantité qu'on donne à ces vallées-là. Mais le reste va, on ne sait où. C'est pourquoi il y a des pays où on ne produit même pas de l'or, mais qui ont des milliers de tonnes d'or dans leur trésor. Mais nous, on lit tout ça. Aucune route, aucun puits pendant 10 ans au nord. Toutes les populations sont parties. Tous ceux qui peuvent faire les affaires économiques, les hommes d'affaires, assassinats ciblés, pour créer un vide. Et on dénigre les militaires. Moi, j'ai écouté des généraux se moquer de nos militaires. Ah, les militaires. Et puis, il y a des hommes politiques aussi qui les remboîtent le pas. Il y a des hommes politiques ici qui disent ah oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils ne sont bons que pour les défiler les coups d'État. Dès que tu tires, ils fuient. Et j'entends des généraux dire là, non. Même les véhicules qu'on leur donne, ils les vendent. Ils enlèvent le moteur, ils enlèvent les pneus. Pour décourager les Maliens. Pour amener chez eux, cultiver chez nous le rejet du militaire. Heureusement, comme je dis, notre peuple a été délivré. Notre armée nous a restitué notre dignité et notre honneur. Mais ce sont les mêmes militaires, les mêmes terroristes renforcés d'ailleurs. Pourquoi on a pris Anéfis? Pourquoi on a pris Ber? Pourquoi on a pris Kidal? Parce qu'il y a une prise de conscience. Et c'est pour cela que vous aurez compris, moi depuis des mois, je fais ce qui nous est confié. Parce que le président dit Beki Dioyorala. Nous on parle pour éveiller les consciences.
Merci d'être arrivé jusqu'ici. Drawfit Media, abonnez-vous pour être au cœur des actualités géopolitiques africaines et n'hésitez pas de mentionner en commentaire des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. Drawfit Media. Pour l'émergence de l'Afrique, il ne faudra pas qu'une transformation sur le plan politique. Il faudra aussi transformer les mentalités à travers l'écriture de recueils sur lesquels on peut s'inspirer pour changer son environnement. Tu peux écrire afin de partager ta compétence, partager une histoire et par derrière rentabiliser. Pour bénéficier de notre coaching privé en écriture de livres en 45 jours qui a déjà produit près de 20 auteurs ayant des livres à succès, écris au contact qui s'affiche à l'écran et participe à notre coaching privé en écriture de livres.